Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel Voirin, je suis head coach MMA au Venom Training Camp. Alors, ma carrière de MMA en tant que coach a commencé au Brésil. Donc, je vais commencer par les plus grands noms. Donc, le premier, c'est Ricardo Arona. J'avais fait un camp avec lui à Niterói, c'est à côté de Rio de Janeiro, quand il a combattu Sakuraba. Ensuite, comme grand nom, j'ai coaché au Brésil Lyoto Machida. Pour à peu près, j'ai commencé à le coacher juste avant qu'il rentre à l'UFC, donc pour à peu près, bon, bien sûr après à l'UFC, pour 9 combats. J'ai coaché comme grand nom aussi au Brésil Anderson Silva pour pas mal d'années, pas mal de combats, avec qui j'ai gagné 3 ceintures de l'UFC. J'ai coaché Victor Belfort, un peu moins de temps, parce qu'à l'époque il y avait un conflit avec Anderson, donc je ne pouvais pas le coacher à plein temps, on va dire. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails. J'ai coaché Rogerio Minotauro aussi, où je l'ai accompagné au Japon. Pedro Rizzo, que j'ai coaché aussi à Rio. À l'époque il y avait Glover Teixeira, il n'était pas encore à l'UFC. Ouais, voilà, à peu près c'est... ça doit être ça à peu près. Ouais. En fait, ce qui fait la différence avec un grand champion d'une personne lambda, entre guillemets, on va dire, c'est que déjà, ils ont des qualités physiques, mentales, athlétiques hors normes. Je prends l'exemple très frappant de Dan Anderson, que j'ai entraîné longtemps aux États-Unis. C'est une machine. Et en plus, il s'entraîne beaucoup. Donc, si vous mettez ensemble justement cette capacité hors norme et en plus l'entraînement, bah, vous en faites une machine de guerre. On voit par exemple, je peux donner un exemple comme Ngannou. Ngannou, on voit que c'est quelqu'un qu'on aurait pu mettre dans n'importe quel sport, il aurait brillé. Donc en fait, c'est ça la différence, c'est qu'ils sont vraiment différents. Le Brésil, quand j'ai commencé à entraîner au Brésil, en fait, le Brésil, c'est un peu comme le football. Plus maintenant, hein, parce que maintenant ils sont devenus un peu trop cadrés, mais ils étaient un peu fous dans leur manière d'entraîner, surtout à MMA. Moi, je découvrais, donc à l'époque, comme Français structuré, je voyais les entraînements et tout, c'était un peu, une fois même dans ma tête, je pensais que c'était un peu n'importe quoi. Mais en fait, ils avaient des résultats, beaucoup de KO, beaucoup de victoires. Donc en fait, leur manière de travailler, elle était un peu folle, avec des choses des fois un peu incompréhensibles, mais qui fonctionnaient. Donc il y a eu une grosse remise en question par rapport à mon travail, parce qu'en fait, chacun a sa méthode, c'est ce que je voudrais dire. Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais chacun a sa méthode à partir du moment qu'elle fonctionne. Donc en fait, tout peut marcher, surtout en MMA. On parle d'entraînement de MMA. Le MMA, ça englobe énormément de sports. Donc voilà quoi. Je veux dire, il faut avoir de l'imagination et il ne faut surtout pas être bloqué sur quelque chose qui va fonctionner ou pas fonctionner. Tout fonctionne. Donc pareil au niveau des entraînements, pareil au niveau des techniques. En fait, c'est général. Alors en fait, j'ai passé 8 ans au Brésil. Et après, j'ai eu une grosse opportunité d'aller aux USA grâce à Cyril Diabaté, qui avait fait le pont avec la Team Quest. Donc le Brésil, à l'époque, je pense avoir fait le tour. J'avais fait le tour, je m'ennuyais un peu pour dire la vérité. Et c'est vrai que j'avais envie de connaître... moi, je suis un gars de challenge, de défi. J'aime bien être dans une position inconfortable. Justement, ça me booste. Donc je suis parti aux États-Unis. J'ai eu un contrat avec la Team Quest de Dan Anderson, où j'ai entraîné même Tarek Safedine pendant pas mal d'années, hein, où on a gagné la ceinture du Strike Force, avec Dan aussi. Même à l'époque, Dan avait fallu combattre contre John Jones, il faut savoir, l'UFC 151 qui a été annulé carrément, hein, parce que Dan s'est blessé. Donc grâce à Cyril Diabaté, je suis allé aux États-Unis. Et après 7 ans aux États-Unis, je suis rentré en France. J'en avais un peu marre. Pareil, j'avais fait un peu le tour. La vie n'est pas si facile que ça. C'est pas parce qu'on voyage, c'est pas parce qu'on est avec des athlètes de haut niveau, des superstars, qu'on est spécialement riche. C'est vrai qu'on est riche en termes d'expérience. C'est une vie incroyable. Mais voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Donc, et puis bon, ma famille me manquait aussi, 15 ans à l'étranger. La France me manquait, donc je suis retourné en France. Mais je n'avais pas l'idée de continuer dans le MMA en fait. Je voulais faire autre chose, quoi. Je voulais passer à autre chose. Mais en fait, le MMA me rattrape sans arrêt. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis rentré en France. Un ras-le-bol et peut-être une fatigue mentale, la nostalgie de mon pays. Hein. Alors les souvenirs que j'ai avec ces combattants, j'ai un exemple, même plusieurs exemples. Hein. J'ai un exemple très frappant avec Dan Anderson, quand il avait combattu Fedor. C'était aux États-Unis. Ce combat m'a marqué parce que bon, Fedor, déjà, c'est une superstar. Dan aussi. C'est deux combattants qui ne parlent pas beaucoup. Ils sont plus dans l'action que dans la phrase, que dans le parler. Et déjà, il faut savoir que Dan, parce que c'était en poids lourd qu'il combattait, Dan ne faisait pas le poids, il a été obligé de boire de l'eau. Ça, il faut savoir, pour pouvoir faire le poids, parce qu'il y a un poids limite au niveau des poids lourds. Je crois que c'est au-dessus de 93, 94, je suis plus sûr. Et en fait, Dan, on était dans le vestiaire, il me voyait un peu inquiet, parce que bon, quand même, il prenait Fedor. Et lui, il était là, tranquille, il se frappait sur le corps. Il me dit, Daniel, stresse pas, tout va bien, tout se passe bien. Et après, les deux, quand ils sont rentrés dans la cage, ils s'observaient un silence de mort, parce qu'ils sont pas très, voilà quoi, ils sont pas très bavards. Il n'y a pas de provocation, il n'y a rien. Et le public, c'était un peu à la Rocky Balboa, mais inversé. C'était USA, en fait, c'était les États-Unis contre les Russes. Et bon, pour ceux qui ont vu le combat, voilà quoi, ça s'est terminé très rapidement. C'était une guerre incroyable. Et ça, j'oublierai jamais. Aussi, il y a une petite histoire avec Anderson Silva. C'est la première fois que j'ai accompagné Anderson Silva pour un combat en tant que coach. C'était à Las Vegas quand il avait combattu James Irvine. Il avait saisi la jambe. D'ailleurs, c'était une de mes techniques, ça. À l'époque, elle avait été même assez décriée. Tout le monde disait que c'est pas possible. Anderson a saisi la jambe de James Irvine, l'a mis KO. Ça a mis tout le monde d'accord. Il faut savoir qu'avant le combat, on était tous dans le vestiaire et Anderson allait vraiment rentrer. On allait rentrer dans le combat. Il y avait les caméramans qui étaient prêts et tout. Tout le monde l'attendait. Et on se vannait en portugais entre nous et tout. Et il y en a un qui m'a sorti une vanne, j'ai sorti un truc. On a eu une crise de fou rire. Tout le monde pleurait en fait. Tout le monde, même Anderson, il pleurait. On n'arrivait plus à s'arrêter. Les caméramans américains ne comprenaient pas. Hein. Ils étaient là, ils ne comprenaient rien. Et après, on est parti au combat, quoi. Et Anderson Silva l'a mis KO en, je crois que c'est 2-3 minutes. Incroyable. Je sais pas, c'est des moments inoubliables. Non, je fais pas moi je fonctionne pas, je fais pas du coaching mental. Moi je me concentre sur ce que je sais faire. Mais il y a aussi le bon sens et il y a aussi l'instinct. Et l'énergie est importante, c'est-à-dire que il faut, vous savez, moi je fonctionne beaucoup à l'énergie. Des fois on est avec une personne, on sent que ça passe pas, et il est agressif ou on se sent pas bien. Mais c'est pareil, faut pas passer votre nervosité au combattant. Il faut vraiment être toujours, en fait il faut être détendu, en même temps concentré, parce que bon, il y a un combat qui arrive, mais il faut que le combattant il soit dans une bulle, mais vraiment qui dédramatise ce qui va se passer. Okay, quand ils rentrent en combat, ils prennent du plaisir. En fait, c'est ça le secret, qu'ils prennent du plaisir. Pour ça, donc moi j'ai mes méthodes qui ont toujours marché. C'est-à-dire que quand on va au combat, les gens ne pensent pas au combat, on se concentre seulement quand on est dans le vestiaire. Hein. Avant, bien sûr, on fait des choses bien professionnelles, mais bon, on va se balader, on rigole, c'est important de se sentir au maximum relâché pour donner tout son potentiel pendant le combat, pas avant surtout. Qu'avant, si vous stressez, bien sûr, vous allez consommer énormément d'énergie, vous allez mal dormir, donc ça va mal se passer. En fait, voilà, c'est ça l'idée, c'est que y a un réel rapport entre le combattant et le coach. Et moi, contrairement aux autres coachs, je ne suis pas un fan. Il y a beaucoup de coachs que j'observe, avant d'être coach, ils sont fans. Surtout quand vous avez affaire à des combattants comme Anderson Silva, Minotaur, vous arrivez, c'est quand même des superstars. Moi, je ne suis pas fan, moi je suis fan de personne. Moi, je suis coach. Et ça, c'est important. Et c'est ça le problème qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de coachs, ils se font manger par leurs propres élèves. Parce qu'ils sont fans avant. Donc ça, il faut vraiment... Et le combattant le ressent. Le combattant doit se sentir en sécurité. Il doit sentir une autorité. Okay, sinon, il se retrouve livré à lui-même. Et généralement, c'est le début de la fin.
Ben oui, il faut avoir une relation d'amis déjà, parce que quelque part, par exemple, moi je suis plus vieux que tous les combattants que j'ai. Par exemple, surtout les jeunes que j'ai maintenant, j'essaie de leur donner un sens quand même. J'essaye bon, les éduquer entre guillemets, mais leur dire ce qu'il faut faire, pas faire, par rapport à mon expérience. Mais attention, quand vous entraînez des superstars, c'est différent. Il ne faut pas oublier une chose, la superstar, elle paye ton salaire. Donc les rapports, ils sont faussés. Au début, c'est vrai, quand vous avez un combattant jeune, vous pouvez faire ce que vous voulez. On commence à devenir connu, il commence à faire beaucoup d'argent. On voit beaucoup de combattants qui se séparent de leur coach, justement à cause de l'argent, à cause des médias. Il faut savoir que les médias, par exemple l'UFC, c'est une machine de guerre. L'UFC a fait perdre la tête à beaucoup de combattants. On a vu l'exemple de Johnny Walker avec son combattant, avec son coach, qui d'ailleurs était mon élève, hein, Léo Zing, que j'ai entraîné au Brésil. On a vu ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui se passe. C'est qu'à un moment, la relation, elle est faussée par l'argent. Donc, c'est très dur, c'est très dur. Au début, tout va bien, il n'y a pas beaucoup d'argent, tout se passe bien. Non, il n'y a pas de problème, on reste ensemble et tout. Mais quand les combattants commencent à monter, il y a même l'entourage. Même l'entourage, il perturbe. Vous savez, moi, j'ai fait des camps d'entraînement avec Anderson où je ne l'ai presque pas entraîné. D'ailleurs, on s'est embrouillé à l'époque à Rio, on est revenu après ensemble, hein. Je suis en contact avec lui, mais à cause de ça, de l'entourage. L'entourage, il perturbe, il veut être à votre place. Il y a des gens qui appellent par derrière, donc ça perturbe les relations, qui parlent mal de vous. Et ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup de pression, nous, les coachs, sur le dos. Il faut savoir que quand c'est un petit combat, ça va, mais quand c'est des combats qui rapportent des millions de dollars, la pression, elle est sur nous. S'ils perdent, c'est de ta faute. Mais on ne gagne pas autant d'argent qu'eux, c'est ça. Moi, à un moment, j'ai pris du recul et j'ai entraîné beaucoup de stars. J'ai fait évoluer beaucoup de monde dans le monde du MMA. Énormément de combattants que j'ai appris à combattre, que j'ai appris à se déplacer dans la cage. J'ai transmis mon savoir, mais je ne suis pas devenu aussi riche qu'eux. Mon objectif n'étant pas de devenir riche, mais au moins d'être payé pour ma valeur. Et ce que j'ai constaté, que ça n'a pas été le cas. On m'a beaucoup utilisé, mais c'est la vie elle est comme ça. Je veux dire, je ne veux pas me plaindre, franchement, j'ai une vie magnifique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, on se lasse de ça aussi. Vous avez un combattant, vous voyez, il commence à s'acheter des belles voitures, des maisons, et vous, votre statut, c'est tout le temps le même. En plus, une précarité incroyable, parce que en fait, vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain, il n'y a pas de contrat, hein. Ceux qui gagnent vraiment dans cette histoire, ce sont les managers. Les coachs, c'est dur, c'est vraiment dur. Un peu comme le film de Rocky Balboa. Si vous avez vu le numéro 1, c'est exactement ça. Et c'est vrai que cette pression, on la sent, et c'est vrai que ça lasse, ça fatigue, ça vous mine. Moi, j'ai passé des jours de l'an dans l'avion. C'est pas facile, vous voyagez beaucoup, hein. Et quand j'habitais au Brésil, quand j'allais au Japon, c'était 24 heures de vol. Je veux dire, vous faites beaucoup de vols, c'est beaucoup de sacrifices. Ça vaut le coup, je regrette rien, c'était top. Et même encore, je fais des sacrifices, j'aime ça, je suis un passionné. Mais il y a une grosse pression, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'entraîne Benoît. Benoît, je l'ai connu quand on a fait des tests de sélection. C'était il y a à peu près un an et quelques, ici à Venom. On a voulu créer une équipe, donc on a fait un test de sélection nationale. Et pour la petite histoire, c'est marrant avec Benoît, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un bon ami à Nice qui où l'entraîneur de Benoît l'avait contacté pour lui dire de jeter un œil sur Benoît parce que c'était vraiment un talent. Et quand on a fait les tests de sélection, je n'ai pas trop calculé Benoît. En fait, je ne me suis pas rappelé de ce qu'il m'a dit. Mais j'ai vu Benoît, mais je ne savais pas que c'était lui. Et j'ai dit, celui-là, il a quelque chose de différent, quoi. C'est incroyable. Et voilà, quoi. J'ai vu qu'il était vraiment, il était au-dessus du lot parce qu'il n'avait jamais combattu. Et donc c'est là que l'histoire a commencé avec Benoît. Et Benoît, j'essaie de le conseiller. C'est quelqu'un d'intelligent. Je le conseille tous les jours. De lui dire qu'il faut se concentrer. Hein, déjà, ce qui est important, la première des choses, c'est gagner les combats. Le reste, c'est que de la parlotte. Okay, il faut du concret, il faut gagner les combats. Et il faut savoir que Benoît n'a pas pris des combattants faciles. Il n'a pas été dans la facilité, hein. Déjà, son deuxième combat, il prenait un Polonais qui était très dur, qui avait fait, je crois, les Jeux Olympiques, 4 combats, 4 victoires. Et il a un bon mental, il a un bon physique. Et je sens en lui que c'est une personne structurée. C'est-à-dire que même sa famille, elle est structurée. J'ai déjà vu son père, sa mère, ses frères. Je sens que ça, c'est important. C'est important qu'il soit structuré. Parce que je ne sais pas si Benoît va exploser, mais je veux dire, il faut être vraiment structuré pour pouvoir emmagasiner toute cette pression qui va venir. Si bien sûr on arrive au top.
Et donc, ça me fait plaisir d'entraîner ces petits jeunes. Pas que Benoît. Hein. Là, j'ai une fille aussi, Eva, qui est venue ici. J'ai un petit Brésilien. J'ai pas mal de combattants, Mathieu, Jorik. J'ai des jeunes amateurs là qui vont combattre ce week-end. Il y en a un qui va faire un pro début. Moi, je kiffe avec tous les combattants. C'est-à-dire que même si je vais avec un amateur, je suis un winner hein, quelque part. Je veux gagner. Hein. Même si c'est un amateur, je veux qu'il gagne. Et l'émotion, elle est forte. Et j'adore ça, parce que c'est imprévisible, un peu comme le MMA. On y va, on ne sait pas si on va gagner. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir avec eux, parce qu'en fait, c'est moi qui dirige tout, en fait. Hein. Bien sûr, avec mon compagnon Guillaume Pelletier, hein, qui fait un boulot incroyable hein, dans le management. Qui sans lui, on n'aurait pas de combat. Il fait vraiment un bon boulot. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir. Il y a moins de pression, on va dire. Je me projette, pour les années qui arrivent, je me projette jamais moi. En fait, j'ai un peu une mentalité un peu à la brésilienne. C'est-à-dire, pas au jour le jour, mais presque. Je veux dire, je me concentre sur le présent. Demain, je sais pas du tout. C'est sûr que le projet Venom Training Camp me plaît. Ici, je suis bien, je suis dans mon pays. C'est plus facile. Parce que bon, on parle français, on mange français, donc ma famille, surtout ma mère qui est déjà assez âgée, je suis à côté d'elle, donc ça me fait un grand plaisir, mon frère et tout, donc je suis dans mon pays et le projet me plaît. C'est vrai que là il y a tout à développer avec Venom, donc je sais pas, l'avenir nous le dira. Hein. Pour tous les gens qui me suivent, un grand merci et la seule chose que je pourrais leur dire, qui ne tente rien n'a rien. Il ne faut pas avoir peur de tenter les choses, il faut y aller à 100%. Vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez. C'est comme ça la vie. On n'a qu'une vie, donc il faut vivre ces moments avec passion et à 250%.